Alors bonjour et bienvenue dans ce cours où nous allons continuer cette partie sur PHP MySQL. Alors bon, la semaine dernière nous avons vu un peu comment étaient organisées les bases de données, on a parlé de tables et on a parlé des quatre principales requêtes, enfin en tout cas les quatre qu'on va étudier cette année. Donc select, la requête qui permet de demander d'aller chercher des résultats dans une table. Insert into pour ajouter des résultats, update pour modifier un résultat existant et delete pour supprimer un ou plusieurs enregistrements. Donc voilà, donc ça on en a parlé la semaine dernière. On va voir tout à l'heure l'utilisation qu'on en fera. Là, pour l'instant, je vais vous montrer comment on va vraiment créer concrètement une base de données, créer notre première table et ajouter des données dedans. Voilà, donc j'ai mis ici, alors bon, ici les captures d'écran que je vous ai fait, c'est pas forcément des dernières versions que vous avez actuellement, mais bon, vous allez vous y retrouver parce que ça change pas tellement en réalité. Je vous ai mis ici pour EasyPHP ou pour WAMP Server. Moi, chez moi, je suis sous Kubuntu, donc on va voir que c'est de toute façon toujours à peu près pareil. Alors, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur notre navigateur. Et donc, localhost, hein, c'est sur la racine de notre serveur. Ensuite, moi, je me suis fait un petit lien. Bon, c'est tout simplement, en fait, localhost slash phpMyAdmin pour y accéder. Alors, bienvenue dans phpMyAdmin. Ici, on va rentrer des identifiants. Donc, le compte principal, c'est root. Et mot de passe par défaut. Alors, sachez que sous Windows, il n'y a pas de mot de passe par défaut. Sous Linux, on est obligé d'en mettre un. Donc, j'ai mis un truc assez facile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire dans la réalité. Hein, si on voulait vraiment avoir nos bases de données pour une utilisation réelle. Bon, là, pour les exemples, ça me convient. J'ai pas de données sensibles. Alors, quand je fais exécuter, bah, en fait, ici, je vais me retrouver dans l'interface de phpMyAdmin. Et ici, vous voyez qu'on va avoir éventuellement tout un tas de bases de données. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va en créer une nouvelle. Alors, comment fait-on? Bah, tout simplement, on va dans base de données. Et ici, tout bêtement, on écrit le nom. Donc, moi, je vais l'appeler cours. Et je la crée. Voilà. Une fois qu'elle est créée, je la vois ici. Et bah, ce qu'on a vu, c'est que dans une base de données, il y avait une ou plusieurs tables. Donc, on va commencer par créer directement une table. Alors, bah, écoutez, on va l'appeler table 1. Et bah, on va imaginer qu'il y a 4 champs. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez qu'ici, à chaque fois, ils vont nous demander les noms des champs, les différents types de données, et puis éventuellement d'autres informations supplémentaires. Alors, tout de suite, pendant que j'y suis, je vous montre ici, dans Type, on a un accès à la documentation. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais vous le montrer. Donc, tout simplement, il nous redirige vers le site de MySQL. Et en fait, voilà, il va nous parler ici de tous les types qui existent. Donc, je vous invite à aller régulièrement regarder quand vous ne savez pas trop quoi mettre comme type. Ici, ils vont vous expliquer toutes les différences, d'accord? Alors, on va retrouver les types que nous, on a l'habitude de manipuler, notamment d'abord les types numériques. Dans les types numériques, vous allez voir qu'il y a des types entiers, hein. Donc, integer, small int, tiny int, medium int, big int. Donc, ce qui va changer chaque fois, c'est tout simplement sur combien de bits ils sont codés. Donc, bien sûr, plus il y a un nombre important de bits, plus vous pourrez atteindre des valeurs importantes. Mais le corollaire, c'est que en fait, vous allez consommer plus de mémoire. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de choisir le plus judicieusement possible, hein. Ensuite, quand on a des grosses bases de données, bah, ça fait la différence.
Alors ensuite, on peut avoir des types un fixed point tips, c'est-à-dire des types en fait, qui seront à virgule, mais qui seront, on va dire, valeur exacte. Donc là, on va gérer le nombre de chiffres après la virgule, etc. Ou alors les types qu'on a l'habitude nous de manipuler, qui sont des types flottants, hein, float ou double, etc., etc. Je continue vite fait pour montrer un peu, parcourir les différents d'autres types qu'on va souvent manipuler. Ben, celui-là, on va énormément l'utiliser, date and time. Donc tout simplement, on peut choisir de n'utiliser que la date. Donc par exemple, aujourd'hui, on serait le 15 mars 2020, c'est tout. Ou alors date time, et à ce moment-là, on rajoute, en plus de la date du jour, l'heure. D'accord. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu. Alors c'est ce date time qu'on va souvent utiliser, nous, principalement, notamment quand on va enregistrer, faire l'acquisition de données issues de capteurs, où on a besoin de justement de savoir exactement à quel moment intervient la mesure. Voilà, et pour finir, je vous montre les derniers qu'on va aussi beaucoup utiliser, ben, les types string, hein, évidemment, donc les chaînes de caractères. Donc en fait, il y en a un qu'on va beaucoup utiliser, c'est le varchar. Alors vous avez pris l'habitude souvent d'utiliser des chaînes de caractères, on fixe une taille. Ben, l'inconvénient, c'est qu'en fait, si par exemple, si on veut rentrer un prénom, on va avoir tendance à prendre un peu plus que ce qui est nécessaire, de façon à ce que si quelqu'un a un prénom composé un peu long, eh ben, ça puisse rentrer, tout simplement. Alors, le varchar, l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'en fait, il va utiliser, on va définir une taille, pareil, mais simplement, s'il utilise moins, bah, ça va consommer moins de place. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Alors voilà, donc maintenant, je reviens sur ma page, donc sur PHPMyAdmin. Et en fait, je vais créer, alors, on va créer en fait une table, donc je vous donne les noms des champs. En premier, on va mettre, on va prendre l'habitude, c'est une bonne pratique, de toujours utiliser un index. Donc je l'appelle ID. C'est un champ qui, enfin la valeur de cet index, elle sera unique. D'accord. Donc pour chaque enregistrement, il y aura une valeur différente. Et on va voir que ça va se faire tout seul, on n'aura même pas besoin de s'en préoccuper. Et au moins, ça nous permet comme ça de pouvoir identifier clairement un enregistrement parmi tous ceux qui existent. Alors ici, je vais prendre pour exemple, donc c'est une table on l'utilisera en TP de toute façon. Il y aura un champ de plus. Là, pour l'instant, j'en fais une version simple. Donc cet index, et on imagine pour un site un pseudo, un mot de passe et un email. Alors ici, pseudo, passe, email, ben, vous comprenez que tout ça, ça va être en fait des chaînes de caractères. Et comme je viens de vous expliquer, ben, on va prendre directement des varchars, puisque c'est quand même le plus pratique. Voilà. Ici, il faut donner une taille. Donc, je vous ai dit la taille par défaut hein, de la chaîne. Donc, on va prendre 30. C'est quand même pas mal. C'est assez raisonnable. A priori, les gens utiliseront moins. Mais ça nous laisse la possibilité d'avoir peut-être pour les emails, vous voyez, des adresses un peu plus complètes. Voilà. Au niveau des types numériques, je vais prendre un tiny int parce que donc c'est largement suffisant. Alors attendez, tiny int, je vais vous le dire exactement et puis après je vous ai montré donc vous irez voir pour les autres vous-même. Donc le tiny int, si on veut voir exactement, et ben ici, vous voyez, on voit qu'il est enregistré sur un octet, il est codé sur un octet. Et donc, je pourrais accéder, enfin, je pourrais aller jusqu'à la valeur maximale 127. Ou si je suis non signé, jusqu'à 255. Voilà. Bon, pour l'utilisation que je vais en faire, ça me suffit largement. Voilà. Donc ici, par contre, on va cocher pour ce champ-là, là, particulièrement. Ici, on va pouvoir dire que c'est la clé primaire.
Voilà, donc il nous demande de confirmer, hein. Et on va cocher cette case-là, AI, ça veut dire auto-incrément. Alors c'est justement le fait que ce soit une clé primaire, ça induit que la valeur doit être unique, hein. Et auto-incrément, c'est que c'est à lui qui va la gérer. Donc chaque fois que je vais vouloir enregistrer une nouvelle donnée, eh ben, il mettra une valeur différente. D'accord? Donc en fait, le stock, je vous montrerai un peu plus tard où est-ce qu'il l'enregistre. Et en fait, il enregistre la prochaine valeur qu'il va utiliser. Et chaque fois qu'il va faire un enregistrement, il ira modifier cette valeur-là. Donc voilà, pour notre création de table, bah, c'est terminé. Donc on n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer. Donc je le crée. Et ici, ben voilà, il nous dit qu'il a tout fait. On peut voir donc ici la structure de notre table et il nous remontre tout ce qu'on a choisi. Alors sachez que vous pouvez à ce stade modifier, on peut supprimer des champs, on peut modifier par exemple si, admettons le cas concret c'est que ici j'ai pris un tiny int et puis finalement je me rends compte que j'ai quand même beaucoup d'utilisateurs sur mon site, donc en fait il va falloir que j'augmente la capacité, et ben je pourrais tout simplement modifier et aller changer le type par exemple et prendre un type supérieur. Voilà. Je peux aussi rajouter, alors vous voyez ici, ajouter une ou plusieurs colonnes, et puis je vais choisir à l'endroit où je veux les ajouter. Ensuite, quand je vais cliquer sur exécuter, bah, il va me proposer quel nom de champ, quel type, etc. Et comme ça, je vais pouvoir modifier mes tables. Alors, ceci dit, moi je trouve que c'est quand même plus pratique d'avoir bien réfléchi avant et de ne pas trop les modifier, mais bon, ça peut arriver quelquefois. Moi, ça m'est déjà arrivé. En fait, ben, là, on n'a pas le choix, hein, il faut le faire, donc voilà, on y passe par là. Alors voilà, maintenant, donc ici ma table, vous voyez que si je clique ici sur la table, on voit qu'il essaye de faire une requête pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans la table, mais bon, nous, on a juste créé la table, mais elle, pour l'instant, elle est vide. Donc on va pouvoir commencer à enregistrer des données. Alors, je voulais vous montrer comment on peut le faire manuellement. Donc on va le faire pour une première valeur. Donc ici, tout simplement, vous cliquez sur cet onglet Insérer. Et alors, il nous propose d'en mettre deux directement. Alors, avec cette case qui est cochée, ignorer. Donc en fait, finalement, c'est comme si on n'en rentrait qu'une. Bon, après, pourquoi ils font ça, je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt. Mais bon, éventuellement, si on veut rentrer deux valeurs d'un coup, bon, pourquoi pas. Alors, moi, je vais imaginer que mon premier utilisateur, ben, son pseudo, ce sera admin. Son mot de passe, ce sera Azerty. Et son email, admin@gmail.com. Et donc, quand je vais faire ça, alors vous avez vu que je ne remplis pas, hein, évidemment, le champ correspondant au champ ID, hein, parce que justement, il est en auto-incrément, donc il va se faire tout seul. Donc maintenant, je peux cliquer sur exécuter. Et vous voyez qu'ici, il vous dit que tout s'est bien passé. On peut même voir ici la requête qu'il a créée. Donc ça doit vous rappeler ce que je vous expliquais la semaine dernière en cours. Donc insert into, le nom de la table. Vous voyez qu'ici, en l'occurrence, c'est bien les backquotes. Il me décrit les différents champs qui constituent cette table. Et ensuite, il nous dit les valeurs qu'il doit rentrer. Alors ici, il met nul, parce qu'en fait, ça va se gérer tout seul. Et ici, il me met les données que je lui ai entrées. Et vous voyez bien qu'ici, nous avons des simples quotes, hein, ou en français apostrophe, qui séparent les valeurs qu'on va donner. Donc maintenant, si je reclique à nouveau sur table 1, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que ici, maintenant, on a une ligne. Alors toujours pareil, je peux supprimer, modifier, etc. Voilà. Bon, pour l'instant, donc on peut se rendre compte qu'ici, il a quand même fait le boulot. Donc, je peux commencer à aller faire des requêtes, hein. Par exemple, je pourrais aller dire ici, dans l'onglet SQL, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à utiliser vraiment très souvent, pour mettre au point vos requêtes justement, avant de les faire exécuter par un script PHP ou par un programme Java ou je ne sais quel langage,
bah, d'abord, vous les mettez au point dans cette partie. Si vous faites n'importe quoi, et admettons ici je fais une erreur, bah, je ne mets pas de condition, et bah, de toute façon, il nous fera une erreur, et puis je vais pouvoir recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne. D'accord? Donc ici, bah, je vais demander, je voudrais l'enregistrement pour le pseudo qui vaut admin. Et par contre, je veux qu'il me sorte la ligne complète. Alors, bah, comment je fais ça? Select étoile. Alors, attendez, oui, je peux zoomer. Select étoile from, donc ma table en question. Where. Alors, attention, n'oubliez pas backquote, pseudo. Les backquotes, on va les utiliser pour les noms des champs, éventuellement, les noms des tables, tout ce qui concerne voilà, les noms qu'on aura donnés, les noms des bases de données, des tables, des champs, etc. Et par contre, ici, les simples codes pour délimiter les données qu'on lui demande, qu'on lui fournit. Donc, va me chercher tout, donc c'est-à-dire ID, pseudo, pass, email, dans cette table pour l'utilisateur dont le pseudo vaut admin. Donc, en l'occurrence, c'est mon seul utilisateur. Hein. Et quand je vais cliquer exécuter, et ben, il fait la requête et il me sort, justement, il me montre bien que c'est bien ce pseudo admin et il me sort la ligne correspondante. Alors là, je l'ai fait, bon, j'ai fait ma petite requête. Bien sûr, j'ai qu'une entrée, donc c'est pas très flagrant, mais ça fonctionnerait si la table était pleine. Hein. Je vous montrerai un autre exemple tout à l'heure où on va travailler avec des tables un peu plus complètes. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une dernière petite chose là-dessus. Alors attendez, pendant que j'y pense, je vais vous montrer ici, là, dans Opération. Vous voyez que ici on peut faire, alors je dézoome un petit peu, on peut faire des petites modifications, renommer les tables, etc. Et je voulais vous montrer, voici l'endroit justement où il stocke l'auto-incrément. Donc en fait, vous voyez que nous, pour l'instant, on n'a qu'une seule ligne. La prochaine ligne, on va lui mettre l'ID 2. Et en fait, tout simplement, il stocke ce numéro ici. Voilà, c'était pour... comme j'en avais parlé tout à l'heure, je voulais pas oublier de vous le montrer. Alors, dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est quelque chose que vous allez utiliser assez souvent aussi, c'est la possibilité d'exporter ou d'importer des tables. D'accord? Donc, quand on arrive sur ce champ exporter, ici, je vais pouvoir exporter les données de la table. Bon, dans la forme la plus simple, je clique juste sur exécuter. Et à ce moment-là, il va me proposer d'enregistrer les données. Alors, vous voyez qu'il fait un fichier SQL. Je vais l'enregistrer. Bon, admettons, je vais le mettre dans document tuto, là où j'enregistre mes vidéos. Voilà. Et si je vais chercher, vous voyez qu'ici, elle est là, la table. Donc, je vais pouvoir l'ouvrir avec un éditeur. Bon, admettons avec Kate. Et vous voyez qu'en fait, c'est tout simplement un fichier texte. Et où, en fait, il va sortir tout un tas d'informations qui seront utiles pour pouvoir recréer cette table finalement sur un autre serveur de base de données. Donc j'imagine que vous allez, je pense qu'il faudrait que vous l'utilisiez souvent, notamment si vous travaillez au lycée. Voilà, vous créez votre base de données, vous créez vos tables et tout, et vous l'exportez pour pouvoir éventuellement chez vous recréer la même base de données avec les mêmes tables et les mêmes données dedans. Voilà. Donc, ce qu'on constate, c'est que ici, il dit, voilà, cette table que je crée, elle fait partie de cette base de données, mais vous voyez que tout ça, ce sont des commentaires, en fait. Hein. Donc, ça veut dire que si vous voulez le recréer chez vous, il faudra d'abord créer manuellement cette base de données court. Hein, et ensuite, faire l'importation. Donc, c'est l'étape inverse, hein, ici, importer, où il vous demande de choisir un fichier SQL et donc, il recrée les données. D'accord? Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, ici, ça nous introduit des nouvelles requêtes. Bon, moi, je vous ai dit, cette année, on étudie que 4. Hein, select, insert, update et delete. Mais ça ne nous empêche pas de voir que ici, en fait,
On comprend comment il fait pour créer une table. On lui fournit des données, on lui fournit les noms des champs, on lui fournit les types, etc. On définit euh, ici, vous voyez qu'on voit qu'il ajoute la clé primaire au champ ID, etc. etc. D'accord. Et par contre, on peut regarder, parce que ça c'est une requête qu'on va travailler cette année, que ici, tout simplement, pour fournir la table, pour remplir la table, il va faire des inserts. Alors ici, c'est toujours pareil, hein, j'ai qu'une seule ligne, mais finalement, je pourrais en avoir plusieurs, ça ne changerait pas grand-chose. D'accord. De cette même façon, hein, ça peut être intéressant de venir ici, faire des copier-coller quand vous avez besoin de faire des inserts, d'aller regarder, voilà, c'est ça qu'il faut écrire, et vous savez les valeurs que vous devez changer, tout bêtement. Voilà. Alors, écoutez, là, je pense que c'est pas mal pour cette première introduction de l'utilisation de PHP MyAdmin. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment... bon, là, donc, c'est moi qui crée les choses. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce soit le script PHP qui fasse le boulot. D'accord. Alors, pour faire ça, on va commencer à regarder peut-être une première requête, un insert. D'accord. Donc, on va rajouter tout simplement une entrée dans cette table. Hein, et on va voir comment le faire par un script PHP. Alors, à tout de suite. Alors voilà, donc maintenant, par rapport au cours, hein, tout ça c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, donc vous pouvez aller le regarder. Pour l'instant, les classes, je vais le laisser de côté. J'aimerais autant le faire vraiment un cours en présentiel. Hein. Donc j'espère qu'on va pouvoir revenir au lycée. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va utiliser une API MySQLi. Alors, sachez que si vous regardez sur Internet, vous trouverez sûrement des fonctions MySQL. Mais ces fonctions MySQL, en fait, elles sont devenues obsolètes, il ne faut plus les utiliser. Et à la place, on vous propose d'utiliser l'API MySQLi, hein, qui est une variante un peu plus sécurisée. Sachez, si vous regardez le fascicule de cours, là, ici, si vous allez un peu plus loin, j'ai dû le mettre vers la fin, je vous ai mis le cours pour utiliser l'objet PDO, qui va me faire les mêmes choses. Hein. Donc celui-là, il est encore mieux, on va dire. Mais bon, là, celui-là, on l'utilise vraiment en programmation objet. Donc, dans un premier temps, comme vous êtes un peu novice en programmation objet, je préfère qu'on utilise l'API MySQLi qui nous permettra de faire les choses en programmation procédurale, c'est-à-dire en utilisant des fonctions qu'on appelle, qui nous renvoient des résultats, etc. Alors, sachez que cette API MySQLi, je peux l'utiliser en programmation procédurale, donc c'est ce que je viens de vous dire qu'on va faire dans un premier temps, mais ensuite, on peut aussi l'utiliser en programmation orientée objet. D'accord ? Donc c'est bien de petit à petit de passer d'abord peut-être pour comprendre comment ça fonctionne en programmation procédurale, mais ensuite petit à petit évoluer vers des scripts qui utilisent la programmation orientée objet, puisque c'est quand même ce qui est plus intéressant à faire. Voilà. Alors, écoutez, donc voilà comment ça fonctionne. Je vais avoir des fonctions. Alors, je fais référence ici à ce que j'avais donné l'autre jour, quand je vous ai fait le cours ici. Je vous ai dit, quand on travaille avec des bases de données, on va toujours retrouver les étapes qui sont là. Hein. Donc, je vous avais parlé que ces deux étapes pouvaient être faites en une seule. Hein, c'est ce qui va se passer pour notre exemple. Mais en gros, dans un premier temps, mon script doit se connecter au serveur de base de données. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai fait, moi, quand je me suis connecté. Vous voyez, quand je suis arrivé sur PHP MyAdmin, il a fallu, dans un premier temps, que je me connecte. D'ailleurs, si je le laisse comme ça pendant un petit moment, au bout d'un moment, il va fermer ma session automatiquement et il va me dire ça fait trop longtemps que
que c'est resté sans identification et il va me reproposer à nouveau de m'identifier. Donc on va retrouver de toute façon ces différentes étapes, hein. Donc connexion au serveur de base de données et choix de la base de données que j'utilise. Ensuite, il va y avoir une partie proprement dit de requête. Donc là, c'est le script qui va dire, voilà, je vais faire telle requête, et il va récupérer les résultats de cette requête. Et ensuite, nous, l'exploitation, ça va être qu'on va afficher ce qui s'est passé, ou dire, oui, j'ai réussi à faire ce que je voulais, etc. Et à la fin, des connexions pour se déconnecter et finir notre script tranquillement. Voilà, donc ici, c'est ce que je vais vous montrer dans les étapes suivantes. Alors, je reprends ma page ici, dans laquelle j'étais, et on va faire un premier exemple. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais le refaire en même temps avec vous. Comme ça, vous allez le voir directement en fonctionnement. Donc, écoutez, je vais prendre un éditeur. Voilà, j'utilise Genie dans mon cas. Et on va se créer notre script. Et en fait, ce qu'on va faire, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est créer un nouvel utilisateur ici. Donc, c'est parti. Alors, si on voulait faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait peut-être dans un premier temps faire un formulaire qui est capable d'aller récupérer ici les différentes informations. D'accord ? Alors, moi, pour simplifier, je vais squeezer cette étape-là de formulaire. Je vais imaginer que j'ai mes valeurs directement, les valeurs à insérer. Parce que moi, ce qui m'intéresse ici dans cet exemple, c'est qu'on fasse vraiment comment faire ces requêtes, hein. Donc, j'imagine que ici, je vais avoir, ça va être des variables en fait. Donc, j'imagine le pseudo, par exemple, ça va être Toto, hein, pour garder les bonnes habitudes. Le mot de passe, on va imaginer que c'est quoi donc 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et ensuite, c'est quoi? Email. Voilà. Écoutez, on va dire qu'il s'appelle Toto et il est chez Gmail. J'ai pas d'action chez Google, hein. C'est juste que c'est assez facile pour prendre cet exemple. Donc voici les informations que je vais fournir pour pouvoir faire la requête. D'accord ? Alors, pour faire une requête insert, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez regarder dans le fascicule le cours, hein, et ici je vous ai fait des requêtes insert. Donc voilà, on sait faire, on a compris, on adapte à notre exemple. Je vais vous montrer un petit truc qui est quand même assez sympa. C'est qu'en fait qu'on a déjà vu, hein, tout simplement. Si je vais dans l'onglet SQL ici, vous voyez qu'il propose ici déjà des requêtes qui sont partiellement formées. D'accord ? Donc en fonction du type de requête, soit des select, insert, update, delete, hein, les quatre principales. Admettons, je clique insert et vous voyez qu'il me remplit déjà pas mal de choses. Donc déjà, il m'a mis le nom de la table avec les bas-codes, donc c'est intéressant, j'aurais pas besoin de les taper. Il me fournit ici les différentes informations. Et ensuite, moi, j'ai plus qu'à compléter les valeurs que je vais insérer. D'accord ? Alors, par rapport à tout à l'heure, vous voyez, il avait fait ça, et ici, il avait mis une valeur nulle, hein. On a la possibilité de ne pas remplir en fait ce champ, puisque de toute façon, c'est pas nous qui allons le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Hein. Donc, je lui dis insert into. Dans cette table, tu vas m'insérer le pseudo, le pass et les mails, et en prenant les valeurs que je vais te fournir. Et moi, les valeurs, ce sera quoi ? En fait, ça va être des variables que je vais avoir. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que tout ça, là, je vais le supprimer, et à la place, je vais mettre mes variables. Alors, je vais prendre ça. L'intérêt, c'était celui qui me le tape, en fait. Et je vais aller
tout simplement le coller dans mon script. D'accord? Et je mets bien sûr, pour que ça fonctionne correctement, il faut que toute cette requête, elle va être dans une chaîne de caractères. Et moi, je l'enregistre dans cette variable. Et n'oubliez pas qu'ici, nous, il va falloir qu'on lui donne pseudo pass email. Alors, les valeurs, comment ça va se passer? Ce que je vous ai dit, ce qui était important, attendez, j'agrandis un peu. Ce qui était important, c'est que mes valeurs, elles soient délimitées par des apostrophes. Donc, tout simplement, je vais lui mettre pseudo en apostrophe, encore apostrophe, $pass, et pour finir, $email. Alors, l'intérêt, c'est que, regardez, moi, je vais pouvoir directement l'afficher, cette requête. Donc, par exemple, je vais lui dire requête de points. Je vais l'entourer de gras. Ma variable. Je ferme la balise gras et je saute la ligne. Et donc, on va pouvoir... Alors, bien sûr, tout ça, je dois le mettre dans des balises PHP, évidemment. Et je les ferme ici. Voilà. Alors, donc, je vais enregistrer mon fichier. Alors, ici, n'oubliez pas la racine. On a donc le dossier var, www.html. C'est là où se trouve la racine de notre serveur. Donc, moi, j'ai plusieurs dossiers. Et je vais créer un dossier et je vais l'appeler exemple. Exemple court. Non, j'en ai pas qui s'appelle comme ça, c'est bon. Voilà. Et donc, c'est là-dedans que je vais travailler. Alors, ça, par rapport à ma racine, on est dans la racine, ça c'est le dossier racine, on va dire. Exemple court, c'est-à-dire que pour exécuter mon script, il faudra que je tape localhost / exemple court. D'accord? Et celui-là, donc, je vais l'enregistrer sous. Donc, je vais aller lui dire var w html exemple court. Voilà, je vais l'appeler exemple 1. Tout bêtement, .php. Et on va aller l'exécuter tout de suite. Je vais donc dans localhost / exemple court. Alors attendez, j'ai mis exemple en minuscule. Et je sais plus si j'ai mis au pluriel. Non, c'est bon. Donc on voit que ça a fonctionné. Et il me fait la liste. Alors ça, c'est parce que j'ai pas mis de fichier qui s'appelle index.php. Donc c'est plus pratique en l'occurrence. Alors maintenant, si je fais ça, exemple court, vous voyez qu'il a bien remplacé les variables et je retrouve avec ma requête formée. Donc je peux très bien, à ce stade, pour être sûr de mon coup avant de le faire faire par un script, je vais faire copier et tout bêtement, je vais aller la coller là-dedans et on va voir si elle est bonne. Et il me dit oui, une ligne insérée et l'identifiant, donc l'ID, est égal à 2. Donc je retrouve maintenant ma table avec deux enregistrements. Et évidemment, comme je vous ai montré tout à l'heure, on voit qu'il a préparé le prochain ID d'auto-incrément à 3. Voilà. Donc ça a bien fonctionné. Alors, l'avantage d'avoir fait de cette façon, c'est que je sais que ma requête est bonne. Donc maintenant, je vais pouvoir directement la faire réaliser par les fonctions de l'API MySQLi. Et en tout cas, si ça ne marche pas, ce ne sera pas un problème de requête, puisque moi j'ai vérifié que ça fonctionnait bien. Alors, pour qu'on puisse voir les changements, du coup, je vais mettre un autre utilisateur. Qu'est-ce que je vais mettre Je ne sais pas, j'ai pas d'idée là. Alors, Snoopy. Voilà. C'est le seul truc qui m'est venu. Et on va dire QWERTY. Voilà. Et ici, Snoopy. Je ne sais même pas si c'est écrit comme ça d'ailleurs.
Oh, ça doit être un truc comme ça. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait ça puisque comme j'avais déjà fait la requête précédente, hein, qu'on voit que des lignes différentes s'enregistrent. Alors maintenant, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre, on va faire en même temps le script et je vous montre ici les instructions à réaliser. Alors, première étape, alors ça je peux l'enlever. Quoique je vais le garder, parce qu'en fait je vais le garder pour, ça va me faire, voilà. Je vais écrire ici les différentes étapes, comme ça on va le voir. Connexion. Alors, première étape, la connexion. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous voyez qu'ici, j'utilise une fonction qui s'appelle MySQL Connect, qui est là. Et qu'est-ce que je dois lui fournir à MySQL Connect? Alors, si je ne sais pas, toujours pareil, je peux aller chercher sur php.net, le site dont je vous ai déjà parlé, que je vous encourage à utiliser vraiment. C'est vraiment quelque chose d'important à savoir utiliser. Il va me sortir ici tout un tas de choses et comment utiliser cette fonction. D'accord? Alors bon, là, moi, comme j'ai le cours, je vais le faire avec. Hein, mais en gros, je dois lui fournir le lot, donc l'adresse IP de mon serveur. Alors nous, c'est tout simplement l'adresse 127.0.0.1, hein, le localhost. Le nom d'utilisateur, root. Mot de passe, donc si vous êtes sous Windows, vous mettez rien. Moi, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la base de données. Donc, moi, la base de données, ça va être... comment on l'a appelé déjà? On va aller jeter un coup d'œil. On l'a appelé cours, tout bêtement. Alors, bah, c'est parti. Hein, donc, j'ai plus qu'à faire... Finalement, je vais faire copier-coller de tout ça. Voilà. Attention, j'ai une parenthèse en trop. Là, ici, je vais récupérer ça aussi. Moi, je change, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la base de données, on a dit cours. Voilà. Donc là, j'appelle une fonction, je lui donne les paramètres, bah, il fait le boulot. D'accord? Alors, bien sûr, ce qu'on a appris, nous, c'est à récupérer les valeurs de retour. Et notamment, il va me sortir une variable connexion. Alors, souvent, dans la littérature anglaise, on la retrouve directement con. Bon, je sais que ça fait rigoler par avance certains, mais je vais garder ça. L'avantage, c'est que c'est facile à écrire. C'est rapide à écrire. Et ici, en fait, la fonction MySQL-Connect, soit elle fonctionne directement et à ce moment-là, elle me renvoie un handle, c'est-à-dire un lien vers la connexion, soit elle ne fonctionne pas et elle renvoie false. Donc, par exemple, bah, attendez, je vais vous montrer directement. On va afficher le résultat de la requête, enfin le résultat de cette fonction, et en admettant justement que j'ai oublié de mettre le bon mot de passe. Donc là, vous êtes d'accord que ça ne va pas fonctionner. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je repars ici. Je réactualise mon script. Connexion. Et ici, il me dit, bah non, l'accès interdit. Ça va pas. Ligne 14. Effectivement, c'est dans cette fonction que ça s'est mal passé. D'accord. Et par contre, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, je l'enregistre, j'actualise ma page. Et là, oui, alors, moi, quand je fais echo, je veux l'afficher et donc le convertir en string et il n'est pas d'accord. Mais en tout cas, ce qu'on voit surtout, c'est que finalement, il n'a plus fait d'erreur comme quoi accès interdit. D'accord? Donc, c'est nous, tout simplement, hein, on va dire, si ça a bien fonctionné, je fais ça. Et d'ailleurs, pourquoi pas la plupart du temps de dire sinon, écho, échec, connexion. Alors, dans mes exemples, je ne le mets pas parce que tout simplement, ensuite en production, on va éviter d'afficher les erreurs quand ça se passe mal, parce que sur un site web,
ça fait quand même pas terrible quand il y a des erreurs là, qui apparaissent. Donc généralement, on distingue l'environnement de développement et de production. En développement, j'ai écrit ça, mais en production, je ne vais pas les mettre. D'accord? Et sinon, on va dire par exemple écho, connexion. OK. Allez, je relance mon truc un dernier coup. Et là, on voit que ce coup-ci, tout s'est bien passé. Allez, on peut passer à la suite. Alors, la suite, c'est quoi? C'est de dire, ma requête, je vais vouloir la réaliser. Donc, je vais la faire faire. Hein. Donc, je reviens ici. Et je vois qu'ici, j'ai une fonction qui s'appelle MySQL Query. Qu'est-ce que je dois lui fournir? La connexion que j'ai obtenue tout à l'heure et la requête. Alors, je fais ça. Donc là, moi, ma variable, je l'ai appelée pour aller vite. Finalement, ça me fait perdre du temps. Voilà. Et allez, je vais appeler ça résultat. Alors, je vais afficher le résultat. Voilà, tout bêtement. Alors, quel est le résultat de la valeur de retour de MySQL Query? On va aller regarder sur php.net. Alors ici, comme toujours, il nous donne les paramètres et valeur de retour. Et là, c'est important d'avoir bien compris comment ça se passait. Quand on va demander des requêtes du type select, donc c'est les requêtes, je vous rappelle, où on interroge la table pour aller récupérer des données, à ce moment-là, elle va retourner un objet qui contiendra ces données. Donc je verrai un peu plus tard comment ça se passe. Par contre, si on fait des requêtes insert, update, delete, en fait, elle me dit soit true ou false. Soit la requête s'est bien passée, soit il y a eu un échec. Donc, nous, effectivement, ça va être notre cas, puisque on lui dit insert, et donc il y a deux possibilités, soit il a pu le faire, soit il n'a pas pu le faire. Alors, je retourne ici, je relance mon script. Allez hop. Et bon, ici on le voit, j'avais pas fait de saut de ligne. Il me dit 1, donc a priori, c'est que tout s'est bien passé. Je vais retourner sur phpMyAdmin. Alors, attendez, il y a un souci. Voilà, je reviens dans ma table. Et ici, voilà, je vois qu'il a fait le boulot. J'ai bien mon utilisateur qui a été enregistré. Donc, félicitations, si vous l'avez fait en même temps que moi, vous avez réussi votre première requête d'insertion par un script. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait essayer de faire une modification. Alors, je vais dire, on va faire enregistrer sous exemple 2. On va faire un petit update pour que vous voyez quand même comment ça se passe. Admettons Snoopy, là, on va lui changer son mot de passe. D'accord? Alors, toujours pareil, je peux prendre le cours, aller regarder et fabriquer ma requête. Sinon, je vais aller directement ici, update, et voilà, comme ça, j'ai plus qu'à récupérer, j'ai déjà une bonne partie des choses remplies. Alors ici, comment je vais faire pour faire ça? Il faut d'abord que je lui dise. On va d'abord regarder ici. Voilà. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, tu vas me changer. Qu'est-ce que je veux changer? Le mot de passe. Et on va mettre un nouveau mot de passe. Et il faut lui dire quand même que c'est pour correspondant à cet enregistrement-là. Donc, soit je raisonne avec le pseudo en lui disant pour l'utilisateur dont le pseudo vaut Snoopy, pourquoi pas. Ou alors, le plus sécurisé, ce serait de dire en fonction de l'ID, puisque c'est l'ID numéro 3. Et ça, on sait qu'il est unique. D'accord? Donc, c'est peut-être ce qu'on va faire. Alors, allons-y. Je retourne préparer update, c'est ici. Je vais aller recopier ça. Et tranquillement, dans mon script, dans mon exemple 2, je vais changer
changer ma requête. Hein. Donc, update dans cette table, change. Alors, qu'est-ce qu'on va changer? Uniquement le mot de passe. Donc, set passe égale quoi? Bah, je sais pas, on va mettre un mot de passe password. Donc attention, tous les mots de passe là, que j'utilise pour ce cours font partie du top 10 des passwords les plus utilisés et donc des moins sécurisés, hein, puisque forcément c'est pas très malin d'utiliser ce genre de mot de passe en production. Et donc je vais lui dire, tu me changes le mot de passe pour l'utilisateur qui a l'ID. Donc la condition c'est where ID égale 3. Donc vous notez, toujours pareil, les noms des champs et des tables sont entourés de bas quotes et les valeurs fournies sont entourées de simples quotes. On voit d'ailleurs qu'ils apparaissent différemment. Hein. Et tout ça, je le mets dans ma variable requête. Donc autrement dit, voilà. D'accord. Donc ça, bien sûr, j'en ai plus besoin. Voici la requête que je prévois de faire. Je vais me connecter. Je vais toujours avoir les mêmes étapes. Hein, et sauf qu'ici, il va me faire une requête différente. Et ça, c'est le script qui s'appelle exemple 2. Donc moi, je vais aller l'exécuter. Bon, j'aurais pu changer que le petit 2 là, mais tout simplement, je vous montre, on arrive sur la page. Et je clique exemple 2. J'ai toujours ce 1 là qui arrive. Donc a priori, il a dû le faire. On va aller voir ça. Je vais sur la table. Et effectivement, Snoopy maintenant a un mot de passe différent. D'accord? Allez, dernière requête de ce type, c'est les requêtes delete. Comment je fais ça? Regardez un exemple de requête delete. Tu vas m'effacer dans cette table l'utilisateur qui a tel ID, par exemple. Donc on va faire ça. Hop. Donc je récupère, vous voyez que pour le coup je suis un peu feignant. Je vais enregistrer ça dans un fichier qui va s'appeler exemple 3. Je vous conseille de faire des fichiers différents, comme ça vous permet de les réutiliser. Et au moins vous savez, vous saurez que vous aurez un exemple pour chaque type de requête. D'accord? Et ici, moi je vais tout simplement remplacer. Donc la requête que je veux faire, c'est efface-moi dans cette table l'utilisateur qui a pour ID 3. Donc en l'occurrence Snoopy. Hein, c'est celui-là. Alors, ok, je l'ai enregistré. Et ben, on va aller l'exécuter. Je reviens ici, exemple 3. Il a pu se connecter. Il me renvoie 1, donc a priori c'est que ça a été fait. Alors, quand j'arrive sur la page, évidemment, elle y est toujours. Bah oui, puisque c'est pas été actualisé. Je reclique et maintenant, je vois que l'utilisateur a disparu. Donc, la requête a bien fonctionné. Alors, on pourrait se dire, il a supprimé l'utilisateur 3. Qu'est-ce qui va se passer si je rajoute un utilisateur? Et bien en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que tout simplement, le prochain utilisateur, il va quand même lui mettre un ID 4. Il ne réutilise pas l'ID de celui qu'on a supprimé. Ce serait dangereux parce qu'en fait, ça risquerait on va pouvoir supprimer comme ça des gens. Donc il va y avoir éventuellement en quelque sorte des trous dans le suivi en fait de cet ID. Mais en réalité, c'est pas gênant. Hein. Alors, je vois, moi, chaque année, des étudiants qui s'acharnent à toujours garder, que ce soit bien continu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En réalité, ça sert à rien. La seule chose qui est importante, c'est en fait que cet ID soit unique. Donc, en fait, mon conseil, c'est d'y toucher le moins possible. Bon, si vraiment on est maniaque et qu'on veut le faire, eh ben, en fait, je pourrais changer ici la valeur, je mettrai 3. Hein, tout bêtement, j'enregistre, exécuter.
Et à ce moment-là, la prochaine fois que je fais une insert, il va réutiliser le 3. Et j'aurai bien une numérotation continue ici. Voilà. Mais comme ça ne sert à rien, je ne vais pas le faire. Voilà. Et ben, il ne nous reste plus qu'à voir un dernier type de requête qui, lui, est un peu plus lourd à utiliser. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé en premier. C'est requête select. Bon, ben, à tout de suite. Alors, il nous reste à voir là, donc la dernier type de requête. Requête de type select. Alors, je vais enregistrer ici sous un nouveau nom. Donc, exemple 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un select. Donc, je vais faire quoi? Select, je vais tout prendre, tous les champs, from table, et sans condition. Donc, j'écris where 1, ou même je peux ne pas mettre directement la fin de la requête. Je trouve que c'est bien que vous preniez l'habitude de toujours dans votre tête d'avoir cette petite musique, select des champs, from une table, avec des conditions. Alors, voilà. Donc, je vais avoir toujours les mêmes étapes. Connexion, query, vous voyez, le résultat. Simplement, ce qui va changer, c'est que pour l'instant, à chaque fois, j'avais un booléen, true ou false, si la requête se passait bien ou pas. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? En fait, quand je fais cette requête, regardez ce qui se passe. Je vais aller la copier. Et comme toujours, je vais aller l'exécuter d'abord ici. Vous voyez, d'ailleurs, c'est celle qui est par défaut. Exécuter, qu'est-ce qui me sort? Il va me sortir les données. Donc, en fait, c'est quoi? Un tableau à 2 dimensions. Et donc, moi, il va falloir que je parcours ces résultats pour pouvoir les afficher au fur et à mesure. Alors, à ce propos, vous voyez que chaque fois ici, dans tous les exemples que je vous ai donnés, on a toujours MySQL Connect, MySQL Query. Ce qu'on n'a pas fait qui manquait, c'était de fermer. Hein. Et donc, c'est pour ça que ici, moi, j'avais tout simplement mis ça dans une fonction. Hein. Donc, on pourrait le faire. Hein, et ce qu'on va renvoyer, c'est finalement le résultat. Alors, la petite nuance, regardez. Alors, je vais le faire, en fait. La petite nuance, c'est que, regardez, je commence à dire, je prévois le cas où ça se passe pas bien. Ça me sort false. Donc, en fait, si, par exemple, dès le début... Alors, ici, vous voyez, je vais le faire. Hein, on va l'écrire là. Résultat égale false. Donc, admettons, si MySQL Connect ne fonctionne pas correctement, je vais aller ici. Bon, ça, j'ai dit, je ne l'affichais pas. Et moi, ma fonction, elle va renvoyer résultat. Et donc, elle renvoie un résultat faux. Donc, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Si résultat. Voilà. Ici, je l'ai mis à faux. S'il y a un problème, il renverra faux. Si, par contre, ça se passe bien, alors, j'enlève tous les affichages. Hein. Si ça se passe bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire le boulot. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me renvoyer le résultat. Donc, c'est le résultat de la requête. C'est exactement ce que je veux. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à finir en disant que je vais fermer. Donc, MySQL close, vous voyez qui me le propose. Et je ferme, la connexion. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil. Hein. Je pourrais tester le retour de cette fonction. Mais bon, bref, s'il n'arrive pas à fermer la connexion, finalement, je ne pourrais pas en faire grand-chose de cette information. Par contre, ce qui est important, c'est que ce que je vous ai expliqué par rapport à ce résultat-là, ici, à la fin, je vais bien, si cette fonction s'est bien exécutée, et si celle-là s'est bien exécutée, je récupère mes résultats. Sinon, je récupère false. Alors, tout ça, je vais le mettre dans une fonction. Donc, je l'appelle effectuer requête. Et cette fonction, elle reçoit justement la requête. Voilà. Et je mets toutes les instructions dedans.
Voilà. Et je vais juste, du coup, toutes ces informations, finalement, autant qu'elles soient dans la fonction. Voilà. Alors, traditionnellement, bon, bah, les fonctions, on a plutôt tendance à les mettre au début du script, hein, et on va les appeler petit à petit. Bon, là, il n'y en a qu'une, hein. Donc, je sais que je dois faire cette requête. J'appelle ma fonction et je récupère le résultat. Alors, ce résultat, maintenant, il va falloir le parcourir. Donc ici, je mets en parallèle, hein, le cours que vous avez sous les yeux. Du coup, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait, quand je fais cette requête, j'ai accès à un tableau. Et en fait, il faut imaginer que ici, je pointe sur les prochains résultats. D'accord. Donc en fait, bon, imaginez le curseur de ma souris, il pointe devant la première case là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer chaque fois une ligne de résultat. Et je vais le traiter, enfin récupérer les différentes informations qu'il y a dedans. Et ensuite, je vais passer à la deuxième, etc., troisième. Alors, tout dépend en fait la taille de ma table. Mais en fait, tout ça va être dans une boucle en fait qui va continuer et à chaque fois, il va prendre une ligne et ensuite il continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résultat. Donc en fait, la structure est nous à l'avant, on ne sait pas à l'avance combien de lignes il y a dans le résultat. Donc c'est pour ça qu'on prend une boucle indéterministe comme la boucle while. Donc en fait, vous trouverez toujours, dès que vous regarderez des bouts de code qui utilisent comme ça des requêtes, il y aura toujours à un moment donné while, le parcours des résultats. Et donc, on va aller regarder comment ça se passe. Alors, ici, j'utilise une fonction qui s'appelle mysql-fetch-sauce. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'elle fait. Alors, comme je vous explique, on va bien récupérer une ligne de résultat. Alors, je me mets dans ma boucle. Je travaille bien cette fonction mysql-fetch-sauce. Je lui fournis bien la variable résultat. Donc elle va les parcourir. Alors, fetch, c'est une façon de parcourir les résultats, en fait. Et assoc, c'est de me sortir les résultats sous la forme d'un tableau associatif. Donc, en fait, je sais que le retour, ici, ça va correspondre à un tableau et qui sera une ligne de résultat. D'accord. Alors, c'est pour ça que je l'appelle ligne, cette variable, pour que vous ayez bien à l'esprit que je récupère à chaque fois, à chaque tour de boucle, je récupère une ligne complète. Voilà, donc j'appelle la fonction et tout ça est intégré dans la boucle while. Donc la boucle while, je vais lui mettre ses accolades qui la délimitent. Et nous, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que contient ce tableau. Ce que je vous propose, c'est qu'on va l'afficher. Alors, je vous rappelle qu'il y a une fonction pour quand on développe qui est intéressante, c'est la fonction printr qui permet d'afficher le contenu de mon tableau. D'accord ? Alors, je vais même faire, pour qu'on voit bien la différence, echo. On va faire un truc comme ça. Je vais mettre un BR pour qu'il y ait bien un saut de ligne à chaque fois. Bon, moi dans ma table, vous savez qu'il n'y a que deux lignes qui sont là. Alors, excusez-moi. Exemple 4. Donc je vois bien mes deux lignes. Et en fait, il me sort bien le résultat sous la forme d'un tableau. Et je vois que c'est un tableau associatif, c'est-à-dire qu'ici, j'ai bien dans la case, alors c'est pas un indice, c'est plutôt un index, qui s'appelle ID. J'ai les valeurs, donc au début 1, ensuite 2,
Et chaque fois, je vais avoir la case qui s'appelle pseudo, et je vais trouver ici tout le contenu de ma table. D'accord? Donc en fait, pour bien que ce soit bien clair, hein, dans cette ligne-là, on fait en fait plein de choses en même temps. Hein. On va d'abord, on a les résultats qui sont là. Et en fait, il faut imaginer ça comme étant un pointeur sur une ligne. Qu'est-ce que fait l'instruction? Eh ben, il va récupérer la ligne complète et il la met dans un tableau. D'accord? Et en même temps, il va, si vous voulez, positionner le pointeur à la ligne suivante et vérifier qu'on n'a pas atteint la fin du tableau. Donc, ce qui fait qu'au prochain coup, tour de boucle, on prendra la ligne suivante, etc., jusqu'à la fin. Donc, c'est vrai que c'est cette ligne-là qui est capitale d'avoir bien compris comment elle fonctionne. Ok, donc nous, ensuite, on sait que dans cette variable ligne, on va récupérer les choses. Donc, comme c'est un tableau associatif, finalement, ce que je peux faire, c'est tout simplement... Alors, je ne vais pas faire un écho, hein. Je vais pouvoir dire, par exemple, eh ben, le pseudo, il est dans mon tableau ligne, à la case, qui s'appelle pseudo. Et je vais pouvoir faire ça avec tous les champs. D'accord? Donc, en fait, à chaque fois, je vais les récupérer dans des variables. Donc ça, c'est la première version, on va dire. La version la plus simple, hein, c'est d'aller récupérer chaque fois dans mon tableau les données. Alors, moi, j'ai tendance à faire des copier-coller pour aller plus vite. Et ici, j'ai plus qu'à changer ID. Je vais le chercher à la case qui s'appelle ID. Ensuite, le mot de passe à la case qui s'appelle passe. Donc là, en bleu, ce qu'il faut donner, c'est les noms des champs. Hein. Là, c'est impératif. Ici, on peut donner les noms qu'on veut. Ce sont tout bêtement des variables. Hein. Et ici, email. D'accord? Et ensuite, bah, je pourrais les afficher. Alors, admettons, ce qu'on va... L'exemple classique, ce serait d'afficher le résultat de cette table dans un tableau. Un tableau, ce coup-ci, HTML. Alors, comment fait-on ça? Il faut au préalable... bah, attendez, je vais le faire... ouais. Je vais plutôt le faire là. Je vais mettre les balises table. Hop, table. Tiens, pendant que j'y suis, puisqu'il me l'a écrite, la balise fermante, je vais aller la mettre en bas. D'accord? Donc mon tableau va se construire là. À chaque fois que je fais un tour de la boucle while, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je crée une ligne et je vais lui dire, tu me mets dans cette ligne, qu'est-ce que tu vas me mettre? Alors ici, vous pouvez, le écho, c'est pas gênant, on peut l'écrire sur plusieurs lignes. Hein. Donc ici, à chaque fois, dans les balises TD, je vais lui mettre les variables que j'ai envie d'afficher. Donc au fur et à mesure, je vais lui mettre les différentes variables. Donc $pseudo, $pass et la dernière $email. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il crée les balises pour créer une nouvelle ligne et ensuite les différentes cellules. Voilà, si je veux que ce soit qu'on voit un peu le contenu du tableau, je vais vite fait rajouter ici table. Je vais lui dire border, deux points, un px solide black. Et en fait, je vais le dire sur les tables et les TD. Et ben, on peut essayer de le lancer là. Donc, exemple 4. Hop. Et voilà, vous voyez qu'il m'a fait le boulot. Il m'a bien mis toutes les informations. Donc, c'est cohérent avec ce
ce que j'ai ici. Sauf que là, c'est le script qui a interrogé le serveur de base de données et qui a fait le boulot pour nous. D'accord ? Alors ici, on pourrait améliorer un petit peu juste, bon, vite fait, hein, pour que vous voyez un peu l'exemple un peu complet. Je vais pouvoir utiliser des TH pour afficher en fait le contenu, les champs, les noms des champs, pardon. Donc ici, on a dit le premier, c'est ID. Le deuxième, pseudo. Le troisième, passe. Et le dernier, email. Et donc, ah oui, alors, je vais rajouter en même temps les bordures sur les balises TH. Hop. Et là, j'ai mon tableau complet. D'accord ? Alors, je fais une dernière petite amélioration. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? C'est un peu lourd, ça. On est obligé chaque fois de récupérer les informations et de les écrire. Alors, sachez, donc je vais enregistrer sous et on va faire exemple 5, que j'ai une façon un peu plus simple. Donc, c'est ce que j'ai indiqué dans le cours, là, ici. C'est d'utiliser un for each. Alors, le for each, c'est quoi ? Ça, on l'avait pas en C. Et par contre, on l'a en PHP, donc c'est quelque chose d'assez intéressant à utiliser. Alors, comment ça va se passer ? En fait, il va travailler sur mon petit tableau, la ligne, et en fait, en faisant un for each, il parcourt automatiquement ce tableau. Donc, comment ça fonctionne ? Je lui dis, donc for each, ça veut dire pour chacun, hein, donc pour chaque élément de la variable ligne, qui est mon tableau en l'occurrence, et je lui dis as, alors données, voilà, je vais reprendre le même nom de variable qui était pas mal. Donc c'est-à-dire qu'en fait, for each, hein, je vais essayer de mettre les deux en même temps, quand il sera dans une ligne donnée, le for each, il va parcourir première case, deuxième case, troisième case, quatrième case, automatiquement. Donc je ne vais même pas lui dire, sinon on pourrait le faire avec une boucle, hein. Nous on aurait pu faire for i égale 0, tant que i faire à 4, etc., aller travailler, aller chercher les données, etc. Ça aurait été une possibilité, ça aurait été un peu lourd. Là, il le fait tout seul, en fait. C'est une boucle automatique, tout bêtement. Et à chaque fois qu'il extrait les valeurs des différentes cases, à chaque fois, il les stocke toujours dans la même variable. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que ça me permet de dire, tout bêtement, ben, j'affiche dans une cellule la donnée que je viens de récupérer. Oui, d'ailleurs, c'est une donnée, donc je ne vais pas mettre de S. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a gagné quand même, c'est un peu plus court comme écriture, c'est un peu plus sympa. Donc, je l'enregistre et on va lancer cet exemple 5. Et voilà, bon, j'ai exactement la même chose, hein, avec un code quand même un peu plus simple. Voilà, je voulais vous montrer peut-être, bon là, parce que notre table, elle a quand même que 2 données, donc je voudrais vous montrer avec une base de données un peu plus importante, donc la base de données graph, dans laquelle j'ai une table qui s'appelle valeur, et cette table valeur, elle a en fait 3 champs, ID, X, Y. Bon, ça c'est une table que j'avais généré aléatoirement des valeurs. En fait, c'est des valeurs de sinus. Donc en fait, vous voyez que j'ai 70 lignes d'enregistrement. Donc ça, ce sera un peu plus complet comme exemple. Alors, l'intérêt, c'est qu'en fait, si vous avez bien compris ce que j'ai fait, le code que je vous propose là, il sera toujours réutilisable. Alors, la seule petite modification à faire, ça va être quoi ? Ça va être de dire, je vais changer ici
la base de données, puisque ici c'est la base de données graph. Graph au pluriel, d'accord. Sinon, tout le reste ne change pas. Hein. Et ce qu'il va falloir que je change, c'est ma requête. Donc, je travaille dans la table qui s'appelle, du coup, valeur. Et la seule chose que je vais devoir actualiser, c'est que ici, vous voyez, l'entête de mon tableau, là, ici, ce sera plus pseudo pass email, ce sera XY. ID XY. Donc ici, le ID, je laisse. Et je vais mettre ici X et ici Y. Et j'ai que 3 champs. Et par contre, tout le reste de mon code ne change pas, puisqu'ici, le for each, il va se débrouiller. Hein, au lieu d'avoir 4 colonnes de résultats, il en a plus que 3, mais il va le gérer tout seul. D'accord? Alors, j'enregistre et j'actualise. Et ici, vous voyez qu'il a très bien fait le boulot et il me sort toutes mes valeurs. Donc voilà, j'espère que avec ça, vous avez compris un peu les différentes, la façon d'extraire les résultats. Bon, ça c'est une chose un peu compliquée, hein, donc ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez expérimenter chez vous, notamment par exemple de dire, je vais changer un peu mes requêtes. Qu'est-ce qui se passe si je demande, au lieu de demander tous les champs, si je demande que le champ Y? Alors, à votre avis, voilà, si je demande que Y, et par contre je where 1 sans condition, donc tous les résultats possibles, mais en ne demandant que Y, j'aurai du coup plus qu'une seule colonne, mais avec toutes ces données. Alors oui, effectivement, ici, l'entête de mon tableau, forcément, peut-être ça sert à rien de l'afficher, hein, si je modifie mes requêtes au fur et à mesure. Voilà, je vois bien que je récupère qu'une seule colonne. Alors ici, je peux demander d'en récupérer plusieurs. Hein. C'est ce qu'on avait vu au dernier cours qu'on a fait au lycée. Voilà, ici, je peux avoir à la fois X et Y. Bon, ensuite, je peux dire ici filtrer les résultats. C'est-à-dire que je vais demander, par exemple, donc ici, si je récupère pour qu'on voit les choses, on va dire, par exemple, pourquoi pas dire pour lesquels l'ID est compris entre 10 et 15, admettons. Donc, je vais demander tout. Where. Et ici, ID between est compris entre 10 et 15. Bon, c'est un exemple, hein, évidemment. Et vous voyez que là, je récupère qu'une petite partie des valeurs. 5,88, vous voyez, ça descend et ça remonte, ça descend jusqu'à moins 5,86. Et vous voyez que c'est bien ce qu'on a ici. Hein, il nous sort bien les bonnes valeurs. Voilà, donc écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour des différentes façons de réaliser ces requêtes, enfin de faire réaliser ces requêtes par un script. Donc là, avec ce que vous avez appris, là potentiellement, vous pouvez faire énormément de choses. Hein. Vraiment, là, ça va vous ouvrir vraiment des possibilités vraiment très importantes. Hein. Alors, ensuite, par la suite, qu'est-ce qu'il y aura? Si vous continuez de feuilleter un peu le cours, vous allez voir que on va pouvoir l'utiliser en utilisant la programmation orientée objet. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui sera un peu plus intéressant. Hein. Je vous l'ai mis, mais pour l'instant, comme on n'a pas encore fait le cours, ce sera le cours de la semaine prochaine. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous allez pouvoir expérimenter ces différentes requêtes là. Essayez de voir l'influence que ça a si je change ici les données que je peux les différentes possibilités qu'on peut avoir.
Voilà.